est le fils de Jeannette Motte, qui était la fondatrice de l'association des enfants. Elle est dans la salle. Ouh, mais il va me... Donc, les enfants et amis à Bali, et l'association a été fondée il y a 16 ans déjà. Il est professeur d'anglais, retraité d'une grande entreprise publique, laquelle on la cache. Ah bon? La SNCF. Ah bah, au moins elle a fait un honorable, la SNCF. Pas la RATP. Militant associatif, syndical et politique depuis une quarantaine d'années, il a rejoint l'association des enfants et amis à Bali il y a 2 ans, ainsi qu'une dizaine d'enfants ou de juifs. Ah, il y a aussi des enfants de juifs qui sont... petits enfants du pasteur Gagné. L'enfant, c'est papa. D'accord. Donc Emmanuel Gagné, donc le petit-fils du pasteur Pierre Gagné et de son épouse Hélène, juste parmi les nations. Il est expert réseaux sociaux. Oh là là, c'est compliqué ça. C'est quoi, expert réseaux sociaux? en parler, c'est de chercher. Bon, d'accord. Il travaille pour une filiale du 2e groupe mondial de services en ressources humaines. Il faudra que vous veniez à l'OSER. Il est webmaster et community manager de l'association des enfants et amis à Bali depuis 2000. Alors, ils vont nous donner des leçons à nous les vieux. Les anciens. Est-ce que ça marche? Les seniors. Alors, notre thématique, c'est la transmission. Et on s'est aperçu que dans le programme, en fait, on parlait de transmission et de mémoire. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est quoi la mémoire? C'est destiné à qui? Ça sert à quoi? Et tout de suite, il y a une expression usuelle qui nous a sauté à la figure. C'est l'expression devoir de mémoire, qui, vous pouvez l'imaginer, nous agace et surtout dont on pense qu'elle n'est pas opérante. Quand on dit devoir, on pense à faire des devoirs à la maison, faire des devoirs en vacances, à une injonction, à une obligation. La mémoire, a priori, c'est un phénomène qui est plutôt pas de l'ordre de la morale, ni de l'ordre du droit, mais plutôt un phénomène biologique. On essaie de ne pas perdre la mémoire, de la cultiver, et on ne peut pas forcer quelqu'un à avoir de la mémoire. En revanche, on peut susciter, les historiens, les philosophes aujourd'hui d'ailleurs ne parlent quasiment plus de devoir de mémoire, mais de travail de mémoire. Et en réfléchissant un petit peu dans notre petite bande, on s'est dit qu'au-delà, peut-être il fallait parler de désir de mémoire. C'est-à-dire qu'il fallait que les gosses en 4e, ils aient envie d'écouter leur propre histoire, qu'ils ne rejettent pas ce qu'ils disent, sans aller très loin au négationnisme, au conspirationnisme et autres intox, mais avoir envie de s'intéresser à ce qui s'est passé il y a 70 ans. Et alors, pour faire simple, il y a quand même 2 périodes. Il y a la période où il y a des gens en vie qui ont vécu ces événements, qui soient enfants cachés, qui soient rescapés, qui soient justes, qui soient témoins, qui aient vécu la période. Et puis après, il y a le travail des historiens qui font des recherches, c'est une discipline, des sciences sociales et quasi scientifiques, qui font des recherches pour fixer des événements, mais pas la mémoire. Alors voilà, pour faire un petit procès de la mémoire. Ensuite, on a essayé de faire une espèce de problématique, en fait, et on a trouvé 3 points qui nous semblaient importants. Donc le premier, c'était la mémoire. Le second, c'est le fait qu'aujourd'hui, il nous semble que c'est devenu une nécessité de raconter l'histoire, les événements.
alors c'est une nécessité qui a été ressentie par Moussa et Odette en 1995, quand Moussa au Sénat fait ce très beau discours, parce qu'il y a un contre-discours aujourd'hui qui est de plus en plus fort, qui, Emmanuel m'en parlait après par rapport aux réseaux sociaux, mais qui a une puissance absolument incroyable. Quand Dieudonné dit un truc, il y a des centaines de milliers de gosses qui l'entendent à la seconde. Et nous, on n'a pas cette puissance de flux. Et le troisième point, c'est que les victimes de la Shoah sont des Juifs. Et on s'est posé la question aussi est-ce qu'on était les seuls acteurs à faire ce travail de transmission, ou est-ce que ce n'était pas le travail de tout le monde, c'est-à-dire la minorité juive, si on parle de la France, la minorité juive en France, ou est-ce que ce n'était pas le travail des corps constitués, de l'État, de l'éducation nationale, de différents métiers, les profs, les chercheurs, etc. Bien évidemment, la réponse, c'est que c'est le travail de tout le monde. Ça ne peut pas rester que le travail du juif. Alors, ensuite, si on veut rentrer dans le concret, comment s'y prend premier frein, c'est qu'on parle d'un événement qui s'est passé il y a 70 ans. Donc ça fait un peu. Deuxième truc, les modes de transmission ont radicalement changé. Les modes de transmission qu'on connaît sont d'abord la famille, donc transmission orale classique, pas forcément de raconter des choses, mais d'accorder de l'importance à ce qu'un gosse, par exemple, aura appris à l'école, de dire que les cours d'histoire, c'est important. Deuxième chose, les bouquins, les livres. Alors, pour les gens qui ont des enfants, des petits-enfants, vous savez qu'on lit de moins en moins de livres, les ressources, les informations viennent de beaucoup plus d'Internet. Et puis, cinéma, c'est très important, la presse, la radio, etc. Aujourd'hui, depuis 15-20 ans, Internet, les réseaux sociaux et les smartphones. Tout le monde a son téléphone, si vous prenez un métro, un RER, tout le monde est devant son smartphone, et dès qu'on a besoin d'une info, on n'a plus besoin d'avoir les 18 volumes du Vitré, on a un téléphone. Le volume d'informations devient complètement monstrueux, les échanges sont plus nombreux, et surtout le rapport au réel est modifié, au point que l'éducation nationale en est complètement chamboulée. Alors si, en langage politique, on dirait, où est le rapport de force? On est qui, nous, pour faire des choses? Alors, dans la salle, il y a pas mal de gens qui appartiennent à l'association des enfants et amis Abadi. C'est une petite association, mais qui, en quelques années, a pondu un livre très important, qui est celui d'André Poche-Persanti, qui est un travail d'historienne. Ensuite, il y a eu un film documentaire qui lui aussi peut être utilisé. Ensuite, des témoignages dans les écoles, des interventions dans des colloques, un travail autour des justes aussi très important. Alors, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a en main comme moyen? Là, je vais passer la parole à Emmanuel, qui va essayer de réfléchir avec vous à comment on s'y prend. Alors, effectivement, à partir du moment où on parle de transmission, la première question, d'abord, c'est à qui est-ce qu'on veut transmettre? Parce que je pense que si c'est juste de transmettre aux personnes qui connaissent déjà l'histoire ou qui s'y intéressent déjà, à un moment donné, ça risque un petit peu de tourner en boucle. Donc, à un moment, la question, c'est quelles sont les nouvelles personnes à qui on veut raconter l'histoire. Et en l'occurrence, ces nouvelles personnes, ça va être qui? Ça va être les plus jeunes. Et je pense que si on veut intéresser les plus jeunes, mais comme dans toute transmission, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il y a un maître mot qui est juste qu'il va falloir parler la même langue qu'eux. C'est-à-dire que si j'essaie d'expliquer à quelqu'un qu'il a un grand intérêt à apprendre l'anglais, alors qu'il ne le connaît pas encore, si je l'explique en anglais,
je pense que je ne vais pas beaucoup l'accrocher. Alors que si je commence par parler sa langue, parce qu'il est français et que d'abord je vais lui expliquer qu'il y a intérêt à apprendre l'anglais, là on peut commencer. Dans tout système d'éducation, dans tout système d'enseignement, on va venir chercher la personne à qui on a besoin d'enseigner, là où elle est, et dans les schémas qu'elle est capable de comprendre. Aujourd'hui, on est en plus dans une ère en termes d'accès à l'information qui a extrêmement changé très rapidement et depuis en très très peu de temps. C'est-à-dire que autant les receveurs de l'information sont les enfants, sont les élèves dans le système d'éducation, toujours été au cœur effectivement de la transmission, sauf que là, avec l'arrivée du numérique, avec l'arrivée d'Internet, ils sont véritablement acteurs. C'est-à-dire que c'est plus eux qui reçoivent, c'est eux qui viennent chercher. Et je pense que le changement de comportement de ceux qui ont quelque chose à transmettre, de ceux qui connaissent l'histoire, de ceux qui connaissent les valeurs à transmettre, il faut entendre que les plus jeunes ne vont pas s'intéresser aux mêmes choses que nous. Moi j'ai 2 enfants, elles ont 12 et 13 ans. Je ne suis pas persuadé qu'une après-midi comme celle-ci, elles auraient tenu l'après-midi entière. Nous, on est toujours là. Donc, évidemment, je pense qu'il faut utiliser les outils qui sont les leurs. Il faut utiliser la langue qui est la leur. La langue qui est la leur, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Internet. C'est le digital, en règle générale. Ça va être le numérique. Le numérique, il y a eu cet avènement du numérique depuis un moment maintenant. C'est un véritable changement en termes d'accès à l'information. C'est ce que Michel Serres, avec son grand âge, qualifie de 3e grande évolution anthropologique, derrière l'écriture et l'imprimerie, l'avènement du digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout va plus vite. Moi, j'entends plein de choses dans les différentes animations et les personnes que je rencontre. J'entends les enfants ne s'intéressent plus à rien, ils ne lisent plus. Moi, j'ai dit à mon fils de lire un bouquin. Il m'a regardé, il est retourné sur son téléphone, mais ça ne m'intéresse pas, mon bouquin c'est trop. C'est vrai, ça va plus vite. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Sauf que, si on fait juste une comparaison, je fais une comparaison très rapide, mais plutôt expressive. Je vais comparer 2 histoires, je vais comparer 2 supports. Le premier support que je prends, c'est le livre d'Odette dont on a parlé tout à l'heure. C'est affiché. Le livre d'Odette, il a été écrit il y a 20 ans. D'accord? Il fait, voici jusqu'à ce qu'il s'affiche. Encore une fois, il fait 234 pages, je sais compter. Il a été vendu à peu près à 2000 exemplaires en 20 ans. C'est à peu près les statistiques qu'on m'a données. Je dis pas de bêtises. Approximativement, on est là. D'accord? Il y a 6 mois, il y a d'autres choses qui sont sorties. Il y a une vidéo qui est parue sur Internet parce qu'elle fait partie d'un film. C'est une petite vidéo très courte, 4 minutes 55, d'une personne qui s'appelle Francine Christophe. Vous connaissez Francine Christophe? Vous avez vu la vidéo de Francine Christophe? Levez la main les personnes qui ont vu la vidéo de Francine Christophe. Francine Christophe, ça fait 6 mois que la vidéo est parue sur YouTube. Je suis d'accord, je vous le conseille, elle a été produite par Ignatius Bertrand, il y a un nom derrière. Sauf qu'en 6 mois, 1 million, presque 1 500 000 vues. Évidemment, on raconte en 4 minutes 55, on ne va pas raconter toute l'histoire, et on ne va pas raconter tout ce que Odette a raconté dans son livre. En revanche, si on fait juste un petit calcul mathématique, on a un rapport de 1 pour 37 000. Ça veut dire qu'en 6 mois, on a touché peut-être 37 000 fois plus que le livre d'Odette en 20 ans. Dans ces 37 000, combien vont s'intéresser à l'histoire grâce à cette petite vidéo courte de 4 minutes 55? Combien, grâce à cette histoire, vont se dire « l'histoire m'intéresse et je vais aller plus loin, et je vais aller lire quelque chose de plus ». Et là, je pense qu'on a parlé la même langue que les personnes qu'on a l'intention de toucher. D'accord? C'est véritablement on a un changement je parlais de Michel Serres tout à l'heure, qui parle de véritablement d'un changement en termes de génération, un changement de paradigme, c'est une autre façon, de toute façon, de considérer le monde et l'information, la façon dont elle circule. Ça génère plein de conflits générationnels. Je vous
succède. J'imagine que vous avez les mêmes débats avec vos enfants, petits-enfants, que ceux que j'entends à différents endroits. Moi, j'ai eu un débat il y a quelques années avec ma mère. Je vais vous parler de ma mère un petit peu. Elle n'est pas là, un peu. Ma mère, professeure d'histoire dans son état, me disait, lorsque j'étais jeune étudiant, elle me disait, elle pestait parce qu'en fait, je ne pouvais pas apprendre mes leçons d'histoire. Je me suis dit, mais pourquoi veux-tu que j'apprenne? Parce que le jour où j'en ai besoin, je n'aurais qu'à aller le chercher dans un livre. Alors vous imaginez le conflit, c'était un petit peu difficile. On claquait la porte, voilà. Je me trompais sur une chose. C'est pas dire, elle avait raison, c'est que c'est pas dans les livres que je trouverais l'info. C'est dans ma poche. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, c'est comme ça que les plus jeunes fonctionnent. Si l'information ne se trouve pas dans leur poche, au moment où eux ont décidé de l'obtenir, l'information n'arrivera pas jusqu'à eux. Et c'est eux qui choisissent de venir la chercher. Et c'est avec ça qu'ils viennent la chercher. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Je conçois qu'on puisse dire oui, c'est vrai, les jeunes lisent plus. C'est pas vrai que les jeunes lisent plus. Les jeunes lisent pas la même chose et pas sur les mêmes supports. Donc, on a dit plein de choses. J'ai quelques petites phrases. J'ai trouvé ça sur Internet la semaine dernière, juste pour illustrer les petits conflits générationnels. Regardez les exemples de phrases que j'ai trouvées. J'en ai noté 3 comme ça. Voilà, juste 3. Vous voyez le genre de phrase qu'on peut trouver? Je vous en ai une si vous n'êtes pas ici. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur, les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois, ceux d'aujourd'hui seront incapables de maintenir notre culture. J'ai trouvé ça sur Internet la semaine dernière. D'accord? Les autres aussi. Si je regarde derrière, c'est pas la semaine dernière que ça a été écrit. Ça a toujours été comme ça. Et comme je vous vois, effectivement, la nouvelle génération de épouvantables, j'aimerais tellement en faire partie. Pour un petit peu plus d'éléments positifs. Donc, je crois que ça a toujours été le cas, et je crois que quand on est un ancien, qu'on est habitué à des repères, quand on a un référentiel de transmission, on a toujours tendance à penser que le référentiel de transmission que l'on connaît, celui dans lequel on est à l'aise, est nécessairement celui qui vaut. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que par effet de temps et par effet volumique, les plus jeunes vont devenir plus nombreux que nous. Et de toute façon, demain, c'est eux qui décident, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui dirigent les entreprises, c'est eux qui dirigent la politique. Moi, j'aime bien les chiffres. Regardez les chiffres derrière. Je vous ai juste fait un petit tableau de la représentation en pourcentage de la population active des générations. Je me suis exprimé en termes de génération parce que les générations expriment le comportement et le rapport à l'information. D'accord? La fameuse génération Y, dont on a beaucoup entendu parler, en France, hein, c'est en France métropolitaine, j'ai été chercher ça sur c'est les données 2015 de l'INSEE. Génération Y, la fameuse génération Z, qui n'intéresse à rien, etc. Ils sont 36%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la population active en France, ils sont en majorité. Et j'ai pas une bonne nouvelle, ça va parler en s'arrangeant. Donc, c'est eux, de toute façon, qui vont choisir comment on transmet, qui vont choisir ce qu'ils ont envie de voir. Et c'est vrai qu'ils vont plus vite. Sauf qu'ils ont cette capacité à faire plein de choses en même temps. Ils se sont débarrassés d'une capacité, d'une nécessité qui était la nôtre auparavant. C'est la nécessité de préserver l'information. Parce que nous, quand une information nous arrivait, il fallait qu'on la stocke, c'était notre responsabilité, on devait la préserver. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont les machines qui le font pour eux. Vous avez une grosse différence, je fais un sondage dans la salle, c'est très expressif sur l'utilisation de la boîte mail. Tout le monde a une boîte mail dans la salle à peu près? On est d'accord. Levez la main les personnes qui font des petits dossiers pour ranger les mails. Si je prends la génération Y, il n'y a plus de dossiers, c'est qu'ils ne sont plus. Ils n'ont plus besoin de faire des dossiers. C'est plus à eux de stocker l'information. L'information, elle est stockée, ils ont besoin d'un champ de recherche. Tu as 3 mots de ce qu'ils cherchent, l'information, elle va remonter. Et ils vont trouver, et ils vont tomber sur ce qu'ils cherchent en fouillant, parce qu'ils ont cette capacité à aller très très vite. C'est ce qu'on appelle, professionnellement, ce qu'on appelle le blurring, en fait. C'est vraiment cette capacité à zapper très très vite. Ils n'ont vraiment pas la même façon de fonctionner. Donc ils vont trouver beaucoup de choses.
ils vont devoir faire le tri là-dedans, mais nécessairement, ils ont, petit à petit, ils ont un esprit qui s'habitue à faire cette gymnastique pour pouvoir faire ce tri-là. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire, c'était se poser cette question-là. Évidemment, les choses, elles évoluent en termes d'accès à l'information, en termes de transmission de l'information. Et je voulais juste finir sur une petite citation que j'aime bien qui dit « Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs et d'autres des moulins. » Alors il faut se poser une question. Est-ce qu'on construit les murs pour essayer de s'opposer au vent qui souffle, ou est-ce qu'on se met à construire des moulins pour qu'on puisse produire quelque chose? Voilà. Et dernière chose, là on parle de transmission, il ne faut pas oublier également que si on veut transmettre, on n'est pas les seuls à transmettre. Norbert prenait tout à l'heure l'exemple de Dieudonné qui fait des vidéos sur YouTube, qui fait des lignes en dessous. J'ai une image, on a parlé quand on a préparé ça, j'ai une image suivante qui est celle-ci, juste derrière. À la seule différence que c'est pas un jeu, c'est que non seulement il faut réussir à aligner nos pions, mais il faut aussi empêcher l'autre de l'aligner les siens. Et il faut jouer dans la même grille. Et si on n'occupe pas le terrain de là où sont les personnes qui tiennent des discours qu'on n'a pas envie, ou qu'on sait être néfastes, il va falloir aller les tenir au même endroit qu'eux. Je prends un exemple, et je vous jure qu'après je m'arrête. Les jeux en réseau auxquels je jouais plus jeune, vous connaissez des jeux, vous avez des enfants, des petits-enfants qui jouent à Clash of Clans. Vous connaissez Sword of Chaos. Ils jouent à ça. C'est des jeux en réseau, vous pouvez créer des équipes, vous constituer, vous créer des villages, etc. Puis vous vous connectez avec des gens qui sont un petit peu partout sur la planète, sur Internet. On ne se connaît pas, mais on fait une équipe, comme ça on construit notre village ensemble. J'ai récemment lu un article d'une mère qui évoquait les dangers parce que son fils avait été approché par Daesh sur ces réseaux-là. Quelqu'un qui vient jouer, qui se fait passer pour un joueur, qui petit à petit, en détectant certains comportements, certains discours, commence à discuter, parce que ce sont des jeux où on peut se parler. On peut échanger, on peut se parler en privé, on peut se faire des messages. Vous avez été voir dans ces jeux? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser, de se dire, si on veut transmettre, est-ce qu'il vaut mieux dire à ses enfants, prends un livre, ou est-ce qu'il vaut lui dire, montre-moi ce que tu fais sur ton téléphone? Voilà, et je m'arrêterai là. Merci.